projet de loi pour la mise en place d'une nouvelle commission électorale semble-t-il ne pas faire l'unanimité en Côte d'Ivoire. Pour une partie de l'opposition, il ne va pas dans le sens de la préparation d'élections apaisées en 2020. Lilongwe, la capitale du Malawi, a été jeudi le théâtre d'une grande manifestation. Plusieurs milliers de personnes y ont défilé pour dénoncer la réélection à leurs yeux frauduleuse du président Peter Mutharika en mai dernier. Plus de 80 migrants partis de Libye ont fait naufrage au large de la Tunisie. Un responsable de l'Organisation internationale des migrations a pu rencontrer l'un de 3 rescapés dans le sud de la Tunisie. C'est là le sommaire de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le projet de loi pour la mise en œuvre d'une nouvelle constitution, d'une nouvelle commission électorale semble-t-il ne pas faire l'unanimité en Côte d'Ivoire. Pour une partie de l'opposition, il ne va pas dans le sens de la préparation d'élections apaisées en 2020. Reportage. Pascal Affi-N'Guessan, président d'une faction du Front populaire ivoirien, n'est pas passé par 4 chemins pour faire part de sa position quant à une nouvelle commission électorale en Côte d'Ivoire. L'opposant a critiqué une initiative personnelle, parallèle et solitaire du gouvernement. En effet, la nouvelle commission électorale indépendante doit comprendre 15 membres contre 17 auparavant, un représentant du président de la République, un du ministre de l'Intérieur, 6 de la société civile, 6 des partis politiques équitablement répartis entre le pouvoir et l'opposition et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature. Le gouvernement défend ce projet qui, selon lui, doit être examiné au Parlement et qui apporte un meilleur équilibre dans la composition des organes de la commission centrale, du bureau et des commissions locales. Mais Pascal Affi-N'Guessan ne voit pas les choses du même œil, car il a dénoncé une tentative de passage en force. Il a donc appelé à poursuivre les discussions pour la mise en place d'une CEI consensuelle qui répond aux standards internationaux conformément à l'arrêt de la Cour. Pour rappel, la Cour africaine des droits de l'homme avait rendu en 2016 un arrêt jugeant l'ancienne CEI déséquilibrée et enjoignant le gouvernement ivoirien de changer sa composition. Pour l'opposant, le gouvernement maintient sa domination sur la commission à travers 7 membres contre 3 pour l'opposition et 5 pour la société civile. La crédibilité de la CEI est jugée cruciale en vue de la présidentielle de 2020 qui s'annonce tendue 10 années après la crise post-électorale ivoirienne. Lilongwe, la capitale du Malawi, a été jeudi le théâtre d'une grande manifestation. Plusieurs milliers de personnes y ont défilé pour dénoncer la réélection à les yeux frauduleuse du président Peter Mutharika en mai dernier. Reportage. À la base du mouvement, la réélection du président Peter Mutharika. Les protestataires dans leur mouvement se dirigeaient vers le Parlement, protégés par d'importants effectifs des forces de l'ordre, où ils prévoyaient de rester rassemblés jusqu'à ce vendredi. Un défilé identique était prévu à Blantyre, la capitale économique malawite. Le chef de l'État sortant a été réélu avec 38,57% des suffrages et son principal adversaire, Lazarus Chakwera, crédité de 35,41% des voix. Ce dernier et Saulos Chilima, arrivé 3e du scrutin, dénonce depuis des fraudes. C'est l'engagement résolu de tous les Malawites qui veulent que la justice soit rendue dans ce pays, dans les bureaux, dans les rues, dans les couloirs du pouvoir. Je me joins aux mêmes Malawites parce que je suis l'une des personnes lésées. Ce sont des voyous. Le fait qu'ils frappent d'autres personnes, qu'ils jettent des pierres et qu'ils veulent tabasser des gens, ce n'est pas nouveau. Ils ont tué Issa Ndjaudjou. Ils ont tué Robert Tchassoa. Ils ne font donc que ce qu'ils savent faire de mieux. Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que nous ne serons certainement pas intimidés. Il est regrettable que nous soyons ici à Lilongwe pour ces manifestations. Mais on leur assure que les prochains seront à Blantyre. S'ils veulent être des lapidateurs, qu'ils nous lapident avec d'autres Malawites. Presque tout le monde au Malawi dit que Peter Mutharika n'a pas gagné les élections. J'ai fait tout ce chemin depuis mon village rural et je n'ai pas peur de manifester. Les 2 hommes ont saisi la justice pour obtenir l'annulation de l'élection et multiplient depuis les manifestations, dispersées à plusieurs reprises par les forces de l'ordre par des gaz lacrymogènes.
Le président bissau-guinéen José Mario Vaz a nommé ce mercredi un nouveau gouvernement selon un décret présidentiel. Les 31 membres essentiellement issus de la majorité parlementaire ont été investis dans la foulée à Bissau. Ceci après plusieurs semaines de blocage dû à des désaccords avec le parti vainqueur des législatives du 10 mars dernier. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, médiatrice dans la crise politique que traverse ce pays, avait exigé déjà samedi à Abuja qu'un nouveau procureur général soit nommé et qu'un nouveau gouvernement également soit formé au plus tard mercredi dernier. Reportage. Nouveau membre du gouvernement, la mission qui vous attend ne sera pas facile. Le pays connaît déjà beaucoup de problèmes. Il y a trop de défis à relever. Je mettrai à votre disposition tout ce que je pourrai comme contribution pour la réussite de ce gouvernement. Car ce n'est ni le gouvernement du clan A, ni celui du clan B ou du clan C. C'est le gouvernement du peuple guinéen. Le chef de l'État bissau-guinéen a également nommé mercredi un nouveau procureur général après la démission mardi du titulaire de ce poste, également en conflit avec la majorité parlementaire menée par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC. Le nouveau gouvernement compte 16 ministres et 15 secrétaires d'État, soit 31 membres essentiellement issus du PAIGC. La nouvelle équipe est dirigée par le Premier ministre Aristide Gomes. Ce gouvernement fera tout pour relever les défis élaborés à travers les différents exercices de conception de la politique de notre pays. Ceci mettra en œuvre le programme Terra Ranca pour viabiliser le pays dans la voie du développement. Ladislau Clemente Fernando Ambassa est nommé procureur général jusqu'à l'investiture du nouveau président selon un des décrets de mercredi. Le mandat de 5 ans du président Vaz a expiré le 23 juin. Il reste à la tête du pays mais laissera la conduite des affaires au gouvernement qui doit être constitué jusqu'à la tenue d'une présidentielle le 24 novembre, avait décidé samedi la CEDEAO. Pour rappel, le pays est en crise depuis 2015 lorsque le président Vaz a limogé son premier ministre de l'époque, Domingo Simoes Pereira. Le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Mahamat Faki, a qualifié jeudi d'historique le sommet de l'Union africaine de Niamey. Il doit lancer en effet la zone de libre-échange continentale africaine. La zone de libre-échange continentale africaine que nous nous apprêtons à sortir des fonds baptismaux ambitionne de constituer à terme un marché continental intégré. Il s'agit d'une remarquable réalisation qu'on peut même qualifier d'historique, a affirmé Moussa Faki en ouverture du conseil exécutif du sommet réunissant les ministres des Affaires étrangères. Malgré les retards enregistrés, les pères fondateurs de l'UA doivent être heureux et nous bénir de là où ils sont, a-t-il dit. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a souligné que ce projet continental pionnier était un pas important sur le chemin de l'intégration économique. On n'a pas d'autre choix que de libérer réellement le commerce et mettre en place cet accord si nous voulons réaliser un progrès de la performance économique, du développement, garantissant que les peuples de notre cher continent soient les grands bénéficiaires de ces ressources, a-t-il conclu. Les temps forts du sommet devraient être samedi et dimanche avec la présence des chefs d'État. Le lancement de la zone de libre-échange doit être l'avènement majeur de ce sommet. Réticent jusque-là, le Nigeria, première économie d'Afrique, a annoncé en début de semaine qu'il signerait l'accord de libre-échange continental à Niamey ce week-end. Selon l'UA, la zone a pour but d'augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici à 2022. Certains redoutent toutefois la mort des petits producteurs industriels et agricoles qui seraient submergés par les importations moins chères.
Plus de 80 migrants partis de Libye ont fait naufrage au large de la Tunisie. Un responsable de l'Organisation internationale des migrations a pu rencontrer l'un des 3 rescapés dans le sud de la Tunisie. On l'écoute. 4 survivants, 3 Maliens et un Ivoirien, ont été secourus par la garde nationale maritime de la Tunisie, alertés par des pêcheurs. Ces naufragés étaient partis lundi de la ville libyenne de Zaoura, à 120 km à l'ouest de Tripoli, à bord d'un bateau pneumatique avec 82 autres personnes, d'après un responsable de la garde maritime qui s'exprimait sous couvert de l'anonymat et se basant sur les déclarations d'un survivant. L'Ivoirien secouru est décédé jeudi à l'hôpital et un des Maliens est toujours hospitalisé en réanimation. Le rescapé malien d'une vingtaine d'années, encore en état de choc, a indiqué que leur bateau avait fait naufrage lundi et qu'il avait été sauvé in extremis mercredi. Il a précisé que le bateau était parti de Libye pour l'Italie avec 86 passagers. Il y a eu une fuite et sous l'effet d'un mouvement de foule, l'embarcation s'est renversée quelques heures après le départ. La mort des 80 autres migrants est à craindre. Plus d'informations est nécessaire pour confirmer ce qui est arrivé et le nombre exact de disparus, d'après un porte-parole de l'Organisation internationale de migration. Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, le Premier ministre Youssef Chahed avait assuré mercredi, lors d'une visite à Zarzi, que la question des réfugiés et des migrants ne relève pas de la responsabilité de la République tunisienne, mais que tous les pays doivent en assumer la responsabilité. La réunion du G7 révèle de fortes résolutions. Les 7 pays les plus riches de la planète veulent concentrer l'aide publique et leurs efforts sur les pays qui en ont véritablement besoin et améliorer également leur efficacité. Reportage. Dans la déclaration publiée à l'issue de la réunion du G7, les ministres de la coopération réunis jeudi à Paris ont fait part des décisions prises. Les 7 pays les plus riches de la planète assurent vouloir concentrer l'aide au développement vers l'humain. Pour Jean-Yves Le Drian, la priorité doit être donnée à l'éducation, la santé, l'égalité femmes-hommes, l'emploi des jeunes en milieu rural et évidemment le climat. Ces propos ont été tenus lors d'une réunion préparatoire au sommet du G7 qui se tiendra fin août à Biarritz. Aujourd'hui, l'aide publique au développement, c'est 150 milliards de dollars dans le monde. Sur ces 150 milliards, les pays du G7 qui sont ici en représentent les 3/4. Mais on voit bien qu'il nous faut mobiliser d'autres ressources de financement pour atteindre les objectifs de développement durable. Il y a aujourd'hui 9 milliards d'euros qui sont sur la table pour le Sahel. Il s'agit de faire en sorte que les projets qui ont été inventoriés, il y a aujourd'hui 600 projets identifiés sur le Sahel, et singulièrement dans les zones à risque. Pour que cela se mette en œuvre, il faut que la mobilisation internationale qui est constatée puisse se concrétiser de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Les 7 appellent parallèlement à mobiliser l'argent privé en provenance des pays développés et en développement. La France accueillera le sommet du G7 du 24 au 26 août au Pays Basque. Bon week-end à vous sur CICAS à la fin de cette édition. Agréable journée en compagnie de nos programmes.